Donc bienvenue à tous. Donc ce soir effectivement, on a le plaisir d'accueillir Linda Kwende. Donc je vous laisserai vous présenter tout à l'heure. Hein, vous êtes acheteuse chez Aubry-Lam, je le prononce Oui. correctement, c'est bien ça? Oui, oui. D'accord, très bien. Et également Philippe Adjadj, qui est fondateur de la startup Fretly. Bonsoir Voilà. à tous. Donc bienvenue. Donc l'idée effectivement c'est de que vous puissiez nous apporter une vision sur notamment et un éclairage sur les intérêts et les apports notamment de la digitalisation dans le domaine du transport, hein, pour les chargeurs. Donc je pense qu'effectivement ça va intéresser le plus grand nombre. Donc avant ça, moi ce que je voulais c'est aussi déjà vous faire part un peu de la actualité. Donc merci au comité de pilotage de Lyon déjà de nous accueillir. Je crois que tout le monde, quasiment tout le monde est là sauf Thomas. Donc il y a Karine, Antoine, Pierre-Henri, Régis, merci, hein, de nous accueillir, et puis les membres également. Donc je voulais remercier également nos partenaires. Alors je vais faire un petit partage d'écran parce que Jérôme a fait des belles slides, donc on va essayer de les partager, hein, c'est sympa. Donc on va Merci en Laurent. profiter. Ah oui, quand même. Donc je vais ouvrir, voilà, c'était juste pour... je sais pas si vous voyez. Donc voilà. Donc en fait, je voulais remercier notamment alors Didier, Arthur Lloyd, Hervé n'est pas arrivé, FM Logistique, Prologis également qui nous accompagne depuis plusieurs années, et maintenant depuis quelques mois Michel Zographos avec GSE. Donc merci à vous de nous accompagner, d'être présents notamment sur le club et de participer à la vie du club et à l'évolution du club. Deuxième petite chose aussi, on a vécu là il y a maintenant 15 jours les Agora Live. Donc je sais pas si pour certains vous avez pu les voir, les Agora Live de la supply chain. Non. Donc en fait, vous aurez en fait le principe, hein, c'est ce qu'on faisait en gala physique. On a créé cette marque en digital où sur le plateau télévision avenue de la Grande Armée, ça nous permet effectivement d'avoir des partenaires qui vont s'exprimer sur des sujets pour vous apporter de la valeur de contenu et un éclairage. Donc on vous renverra notamment pour ceux qui n'ont pas pu le vivre le lien de tous les webinaires qui sont tournés en Web TV. Ça c'est important également parce que vous êtes en format vraiment studio télé comme sur BFM, hein, donc c'est beaucoup plus confortable à visualiser. Donc ça on va vous l'envoyer et donc on reproduit et on reconduit les 10, 11 et 12 mai la deuxième session des Agora Live. Donc voilà, donc vous pouvez le mettre déjà dans vos agendas. Ce sera uniquement le matin, donc de 9h à 13h. Donc on aura effectivement différents acteurs du monde de la supply chain et du transport qui vont s'exprimer sur des sujets divers et variés. Donc voilà, donc vous pouvez d'ores et déjà... Tu peux redonner les dates, Alors Laurent, c'est 10, 11 et 12 mai. D'accord. Voilà. Donc ce sera uniquement en matinée. Et de toute façon, on va vous envoyer le lien de tout ce qui a été fait il y a 15 jours. Dont Didier était présent également, hein. Didier Terrier était là. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé, je vais plutôt laisser la parole à Linda et à Philippe. Donc je voulais, voilà, l'idée c'est que vous puissiez vous exprimer pendant une demi-heure, hein, et puis qu'ensuite on puisse échanger si vous avez justement des questions, des retours d'expérience par rapport à ce que vous vivez sur ce sujet de la digitalisation et comment ça vous a permis notamment peut-être certainement d'être plus performant aujourd'hui au quotidien et pour le compte de vos entreprises. Donc Linda, Philippe, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Laurent. Bon, c'est pas très poli Linda, mais du coup je vais démarrer. Comme ça j'introduis le sujet si vous me permettez. Oui. Alors du coup je vais partager, mon écran. Hop, je prends la main. On a un petit support de présentation qui va nous servir de fil conducteur, pardon. Écoutez, effectivement, ravi d'être avec vous ce soir pour échanger sur le digital. Alors, il y a beaucoup de choses dans le digital supply chain. On va pas tout courir ce soir. On n'a pas cette prétention-là, en tout cas chez Fretly. Juste pour me présenter brièvement, donc moi je m'appelle Philippe Adjadj, je suis un ancien directeur des achats. J'ai passé plus de 15 ans à des postes de direction achat dans le transport et la logistique. Vous voyez à l'écran certains logos d'entreprises dans lesquelles j'ai passé ma vie de salarié. Et en fait, dans ma vie de salarié, j'ai beaucoup acheté de transport parce que il y a beaucoup de sous-traitance. Et même quand on est transporteur, je pense à TNT en disant ça, on
malgré le fait qu'on soit transporteur, on sous-traite beaucoup et on achète beaucoup de transport. Et j'ai toujours trouvé que les services achats étaient assez démunis pour bien acheter le transport. Démunis pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de données qu'il faut arriver à collecter, à analyser, à exploiter pour être en position de prendre les bonnes décisions. Et c'est finalement comme ça que j'ai eu l'idée de créer Fretly. Et chez Fretly, qu'est-ce qu'on fait? On a développé une solution digitale destination justement des services achats et services logistiques, plutôt de grosses PME, ETI, grands groupes, qui ont des enjeux importants en termes d'optimisation de leur organisation de transport, donc ce qu'on appelle le plan de transport. Et cette solution digitale, elle permet effectivement de faire une analyse très fine, très chirurgicale de l'ensemble des données pour mettre l'entreprise en position de prendre les bonnes décisions. Donc on applique ça à différentes offres de services comme l'appel d'offres, la mesure de la performance, le contrôle de la facturation. Il y a tout un tas d'applications, on va dire, qui peuvent, on va dire, qui sont éligibles à ce type d'analyse. Et en fait, aujourd'hui, on voulait partager avec vous un retour d'expérience d'une collaboration avec la société Aubrilam. Je laisserai Linda la présenter plus en détail. Société que nous avons accompagnée dans la refonte du plan de transport et dans la mesure de la performance de ce plan de transport. Je vous donne la parole, Linda. Oui, merci. Alors donc voilà, moi je suis Linda Kwende, acheteuse chez Aubrilam. Bonsoir à tous. Donc nous avons chez Aubrilam depuis quelques années travaillé sur des commandes spot au niveau des transports et donc sur de la cotation pure. On avait une problématique financière parce qu'on ne pouvait pas trouver les bons tarifs. Donc je vous présente rapidement l'entreprise. Donc Aubrilam, c'est une entreprise qui est, tout le monde connaît McDonald's et Burger King, donc nous faisons toutes les terrasses extérieures de McDonald's et Burger King, Quick, et nous faisons aussi du mobilier urbain et de luminaires. Donc nous faisons 17 millions de chiffres d'euros d'affaires, 17 millions de chiffres d'affaires, pardon. Nous avons 2 sites, donc Brioude qui est l'usine et Clermont-Ferrand qui est le siège. Sur 2020, donc notre direction a souhaité faire un focus sur la partie transport, parce que comme je vous le disais, il n'y avait pas de suivi avec une grille de tarifs, c'était un petit peu aléatoire et il était compliqué de faire quelque chose de propre et de concis. On ne pouvait pas analyser nos factures, on avait des surcharges qui apparaissaient constamment et en fait on n'arrivait pas à cadrer les choses avec nos fournisseurs. Donc, puis bon, la preuve, on avait quand même 27 transporteurs référencés chez nous, ce qui est beaucoup trop. Et on avait vraiment besoin d'optimiser tout ça. Donc, nous avons fait appel à la société Fretly qui nous a proposé de mettre en place déjà une cartographie des flux pour qu'on se rende compte de ce qu'étaient nos flux excusez-moi, ça c'est mon ancienne entreprise, chez Aubrilam. Et on s'est rendu compte qu'on faisait donc de la messagerie, de l'affrètement, et on a des navettes aussi qui vont entre notre plateforme logistique et notre usine. Vous pouvez passer à la suivante. Alors, du coup, je vous ai emmené sur... vous voulez ça là, Linda, non pas sur le contexte? Oui, si vous voulez. Okay. Donc le but, c'était quand même de réduire un maximum le panel fournisseur pour pouvoir avoir déjà une lecture beaucoup plus précise de nos flux et puis aussi une capacité à négocier des tarifs avec eux et à suivre tous nos flux de façon beaucoup plus simple. Les parts de marché qui étaient attribuées aux transporteurs étaient complètement disparates et illogiques parce que en fonction des réponses qu'on avait sur des cotations, on allait sur des solutions qui étaient soit sur des prix, soit sur du délai. C'était un peu fouillis tout ça et voilà, il fallait vraiment recadrer les choses. Donc on s'est posé quelques questions, quels étaient les objectifs réels. Donc on en a discuté avec ma direction, donc avec Soufiane Miloudi qui est notre directeur général. On s'est rendu compte que les dépenses avaient fortement augmenté sur la partie transport,
puisqu'on ne maîtrisait pas nos coûts. Et aussi, on avait une problématique de taux de service, c'est-à-dire qu'on avait souvent des retards, on a des contraintes horaires, nous, beaucoup. Quand on livre McDonald's, on ne peut pas livrer pendant les heures de repas. On ne peut pas livrer une terrasse n'importe quand parce qu'elle s'installe avec tout un contexte de mise en chantier. Donc, on a des locations machines, on a des équipes de poseurs qui sont là. Donc, on a des problématiques très spécifiques et il faut que nos prestataires s'en contraignent. On fait de transport sur vente et sur achat également, puisqu'on a des fournisseurs aussi à l'international. Et moi, je voulais vraiment remettre du cadre, donc par une grille tarifaire pour la personne qui s'occupe des commandes transport, pour qu'elle puisse, elle, être dégagée d'un certain temps de travail, et puis que la solution soit beaucoup plus facile. Voilà. Ok. Je peux me permettre de compléter, Linda, un ou deux points, si vous le souhaitez. Je reviens finalement au tout début et on voit la nature des produits, de vos beaux produits. Il y a aussi une contrainte de typologie de fret, en fait, parce que vous n'êtes pas forcément conditionné sur du 80-120, comme on dit. Donc, ça crée des contraintes opérationnelles. Quand vous avez un mât, comme vous en voyez sur la partie inférieure du slide, ça nécessite un peu d'explication au transporteur. En fait, là, par exemple, vous avez le mât qui ressemble un peu à un poteau de rugby avec des luminaires au milieu qui a un H à plusieurs étages. C'est un mât qui va, là, par exemple, on en a en ce moment qui partent illuminer la grande roue de Dubaï et qui fait 16 mètres de haut. Donc, effectivement, le transport est assez particulier. Il faut des plateaux extensibles sur des vérins, etc. Donc, c'est vraiment du transport très spécifique, oui. Ok, très bien. J'avance. On n'a pas trop parlé effectivement des indexations gazole aussi qui est un point alors qu'on peut généraliser d'ailleurs puisque l'indexation gazole elle est obligatoire en France, elle est réglementaire et elle n'est pas toujours facile à suivre pour les chargeurs. Chaque transporteur ayant sa propre indexation, donc ça c'était aussi une complexité dans la maîtrise de vos coûts justement. Exactement. Alors, ça fait partie des taxes en général. Moi, j'incluais ça dans toutes les taxes diverses. Mais effectivement, ce sont des choses qui, en facturation, sont des petites surprises pas très agréables. Et à chaque fois, on était obligé d'appeler, d'essayer de résoudre ces problèmes de taxation. Et ça faisait perdre un temps incroyable. Donc, par le biais du cahier des charges qu'on a monté ensemble avec Fretli, on a vraiment défini un objectif, c'est-à-dire celui d'avoir uniquement la possibilité, de toute façon l'obligation d'avoir une taxe gazole et la taxe douanière, qui elle de toute façon est inhérente. Tout le reste, ça devait faire partie de l'appel d'offres. Donc quand les transporteurs ont répondu à l'appel d'offres, il fallait qu'ils aient pris toutes ces taxes en compte pour nous faire une proposition. Voilà, ça a beaucoup simplifié les choses. Comme le disait Linda à l'instant, du coup, en termes d'actions concrètes mises en place en collaboration donc au Brilam Fretli, on a d'abord fait une cartographie des flux. Je vais vous montrer ce qu'on appelle une cartographie des flux chez Fretli, qui est donc une cartographie digitale. À l'issue de cette cartographie qui nous a permis de faire une analyse de l'existant, ça a effectivement permis de rédiger un cahier des charges d'appel d'offres plutôt très précis, parce que la cartographie permet de savoir d'où ça part, où est-ce que ça va, en quelle quantité, à quel prix, sous quel délai. Enfin, on a vraiment toutes les données, vous allez voir. Et du coup, l'appel d'offres a ensuite été géré en ligne sur notre plateforme. Et ensuite, je vous montrerai donc l'analyse des résultats en toute transparence avec l'accord de Brilam, pour que vous puissiez effectivement voir la convivialité de l'exploitation d'un outil digital pour gérer un appel d'offres. Du coup, alors hop, donc du coup, je vais changer de vue, je vais aller sur le portail, hop. Voilà, donc là on est connecté sur notre plateforme digitale. Vous voyez l'écran, parce que j'ai changé d'application. C'est bon, on voit bien. Donc on est effectivement sur le portail personnalisé pour Brilam. Et comme je vous le disais, on a commencé par faire une cartographie des flux. Donc pour vous montrer à quoi ça correspond une cartographie des flux, je vais vous montrer un exemple ici à l'écran. Hop, c'est en train de se charger.
En fait, on a sollicité effectivement les transporteurs en place chez Aubrilam, auprès desquels on a récupéré les données de transport dans leur système d'information, donc les fameux TMS pour Transport Management System. C'est dans ces systèmes d'information de gestion du transport puissant que se trouvent toutes les données dont on a besoin pour avoir un niveau de granularité qui nous permet à la fois de ressortir des chiffres clés comme vous en voyez là, avec des notions de budget, de quantité de palettes expédiées, de taux de service, de délai de livraison. Mais ça va beaucoup plus loin et c'est ça qui est intéressant d'un point de vue exécution d'un processus achat, c'est qu'il y a une capacité effectivement d'analyse des dépenses de manière beaucoup plus fine et beaucoup plus chirurgicale, au-delà du chiffre d'affaires qui finalement est disponible en comptabilité chez Aubrilam. Ça permet effectivement d'aller voir également les rubriques de facturation. Donc, je vais zoomer un petit peu là pour que ce soit plus clair et se rendre compte effectivement que au-delà des grilles de prix, ce qu'on pourrait appeler le tarif de base, il y avait également des facturations donc du gazole réglementaire, mais également de tout un tas d'autres surcharges, on va dire frais annexes, et d'avoir cette capacité avec le digital à la fois d'avoir la vision, on va dire macro, comme on le voit là, mais également micro. Donc là, je descends un petit peu, et on voit effectivement la nature des surcharges qui sont facturées par l'ensemble des transporteurs. Donc, vous le voyez sur la partie droite du tableau, la partie droite de l'écran, pardon, le tableau, où il y avait différentes rubriques de facturation. Alors, on voit à la fois les montants pour chacune de ces surcharges, mais également les quantités ou la fréquence avec le nombre d'expéditions éligibles. On se rend compte, par exemple, que les expéditions qui sont la surcharge qui est la plus fréquemment facturée, c'est ce qui s'appelle la participation sûreté dans le cas d'Aubrilam. Donc, ce qui a permis de prendre ce point-là et de l'adresser dans le cahier des charges de l'appel d'offres pour être sûr qu'on puisse comparer des offres de services qui soient comparables, surcharge inclus. Ensuite, ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir, donc ça c'est la vision macro sur l'ensemble des transporteurs, mais c'est aussi d'être capable d'identifier transporteur par transporteur en fonction du budget transport qui est réalisé par chaque transporteur. Donc, quelle est la part de ce tarif de base, la part du gazole, la part des surcharges, pour qu'on puisse effectivement cibler les transporteurs auprès desquels il faudra peut-être mener une action particulière. Notamment, on pourrait prendre l'exemple là, sans vouloir incriminer Kuehne+Nagel, mais on voit que Kuehne+Nagel a 5,7% de taux de gazole alors que les autres sont bien plus bas. Donc, on pourrait se poser la question de savoir pourquoi ce taux de gazole il est aussi élevé chez Kuehne+Nagel. Ça peut être un levier effectivement de négociation, sachant que à chaque fois, vous pouvez aussi le décomposer par zone géographique, comme vous le voyez là à l'écran, puisque du coup, tout est adressé. Il faut imaginer qu'il y a un méga entrepôt de données derrière tout ça et que ça permet effectivement de lancer des requêtes immédiatement et de voir où se situent géographiquement ce que l'on visualise à l'écran. Donc ça, c'est pour un aspect économique et encore une fois, notamment sur les surcharges, parce qu'on sait que les surcharges, c'est quelque chose qui peut peser sur les coûts de transport. Une cartographie, c'est aussi un mapping du coup géographique, comme vous le voyez là, donc avec en haut la partie, les lieux de départ, en bas les lieux d'arrivée. On peut faire un mapping à la fois en valeur et en volume selon les situations. Ce qu'on voit effectivement dans le cas d'Aubrilam, comme ça a été dit précédemment en introduction par Linda, c'est qu'effectivement, il y a deux sites principaux, on va dire, d'expédition. C'est ce qu'on voit sur la carte en haut à droite. Quand vous zoomez, par exemple, vous approchez avec la souris, vous voyez effectivement le budget, puisque là, on est sur une approche en valeur. Et ensuite, on voit effectivement le découpage de l'ensemble de ces flux sur la planète, sur l'Europe, mais également par département, de manière à ce qu'on puisse isoler ce qu'on voit en dessous, ce qu'on appelle des top routes, et d'être capable effectivement d'identifier les axes stratégiques sur lesquels il va falloir avoir une action plus particulière parce qu'ils sont soit importants en volume, soit importants en valeur. Donc voilà, pour vous montrer, pour vous illustrer à quoi correspond une cartographie. Et pour conclure sur la cartographie, pour nous laisser un petit peu de temps sur l'appel d'offres, il y a une analyse aussi qui est faite, parce qu'elle est importante pour le cahier des charges, pour la phase de préparation de l'appel d'offres, d'avoir cette capacité effectivement à analyser les données par zone géographique, mais également par typologie de service. On ne gère pas tout à fait de la même manière de la messagerie, de l'affrètement et pourquoi pas de l'express monocolie. Donc, c'est important effectivement de bien faire cette décomposition parce que le marché des transporteurs est organisé effectivement différemment en fonction de ces services-là.
Et les unités de facturation, d'ailleurs, sont aussi fréquemment différentes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de kilos en messagerie, un peu plus de mètres linéaires en affrètement, et d'euros au colis ou d'euros au kilo quand on parle d'express monocolis. Un aspect saisonnalité aussi, parce que c'est important pour les transporteurs. Donc, j'en profite pour partager une bonne pratique. Hein. Trop de transporteurs nous disent je reçois un cahier des charges, mais le cahier des charges, il n'est pas suffisamment détaillé pour que je puisse faire une offre à la hauteur de l'attente du chargeur. Et la notion de saisonnalité est un point qui est important pour eux, parce que les capacités ne sont pas forcément les mêmes tout au long de l'année. Voilà, pour on va dire une illustration de ce qu'est une cartographie vue chez Fretli. Il y a un aspect, pour conclure, sur un aspect effectivement qualitatif, également sur les délais de livraison. Toujours intéressant de constater quel est le taux de service, si l'empreinte carbone est reportée aussi, comme vous le voyez là. Donc, on voit que dans l'exemple de Brilam, l'empreinte carbone n'était pas reportée par les transporteurs jusqu'à présent. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre en place avec le nouveau plan de transport. Et d'avoir également ce détail, encore une fois, par pays, mais aussi par transporteur. Donc là, on a une vue inversée où on fonctionne pays par pays et on voit chaque transporteur qui manage le délai de livraison et, en fonction des volumes d'expédition, et qui ne le fait pas encore, de manière à ce qu'on puisse effectivement, dans un schéma de mesure de la performance globale, corriger ça et demander, par exemple, à Géodis, quand on voit là à l'écran, de bien reporter dans les extractions qui sont faites au départ du TMS, ce délai de livraison. Très bien. Du coup, ce qui est juste un point avant de passer sur la partie. Excusez-moi, si une petite précision, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Au niveau de la donnée source, vous parlez du TMS, c'est le TMS de l'entreprise ou c'est le TMS des transporteurs que vous avez utilisé? Oui, non, c'est bien le TMS des transporteurs, donc je ne pense pas que ce soit une incompréhension. C'est vraiment, on va dire, un mode de fonctionnement différent. C'est ça qui est un petit peu, on va dire, disruptif dans notre mode de fonctionnement, pour employer un vocabulaire de start-up. C'est-à-dire qu'on est parti de cette observation que très peu de chargeurs sont équipés d'un TMS. Le taux d'équipement de TMS en France, il est plutôt faible. Hein. Il est certains 10-15%, certains 10-15%, d'autres 20%. Donc, il est plutôt faible, ce qui laisse imaginer en conséquence que 80 à 85% des entreprises n'ont pas de TMS et n'ont pas un accès à des données de bonne qualité pour permettre de faire ce type d'analyse telle que vous les voyez là à l'écran. Et pour remédier à cela, en fait, on a développé une solution qui nous permet effectivement de récolter, avec le concours des transporteurs, les transporteurs partenaires du chargeur, des extractions qui proviennent de leur TMS, puisque globalement tous les transporteurs ont un TMS, alors pas tous, mais nombreux sont ceux qui en ont un. Et dans ce TMS, qui est pour eux les transporteurs, un outil stratégique de pilotage de leur activité et même de la facturation client, c'est ce qui nous permet effectivement d'avoir ce niveau de granularité et d'être capable de monter des tableaux de bord à l'image de ceux que vous avez là. D'accord, merci. Et alors, j'ai une question complémentaire, excusez-moi, pour poursuivre la question de Karine. Oui. Les transporteurs le font, comment dirais-je, ils sont ouverts à ce genre de démarche, c'est-à-dire à ouvrir en quelque sorte leur base de données à un client qui va probablement, disons, monter un appel d'offres, ou comment vous avez obtenu l'accord des fournisseurs concernés? Oui, c'est une excellente question que vous posez là. Alors, il y a plusieurs réponses. La première, donc déjà, une réponse, on va dire, purement juridique. On demande effectivement aux chargeurs de nous signer un mandat nous autorisant à parler en son nom pour récupérer cette donnée-là. Donc, on vient sous le couvert, effectivement, et j'ai envie de dire, sur demande du chargeur. Donc, ça facilite effectivement énormément l'accès à la data, puisque c'est finalement le client du transporteur qui le demande par l'intermédiaire de Fretli. C'est le premier point. Et deuxième point, je pense que les transporteurs aujourd'hui, alors ça demande beaucoup de pédagogie, parce qu'ils n'ont pas été habitués à fonctionner comme ça, mais on vit quand même dans une ère où le digital et l'accès à la data prend le dessus, et ils sont de plus en plus, on va dire, ouverts, et ils n'ont pas envie de cacher des choses, ils ont envie d'entretenir, on va dire, une communication et un schéma de transparence avec leurs clients, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne jouent pas ce jeu-là, à un moment donné, ça pourrait se retourner contre eux. Donc, ils se doutent qu'in fine, il y a peut-être un appel d'offres, mais au final,
c'est aussi l'opportunité pour eux de montrer là où ils sont bons quand ils le sont et de jouer ce jeu de la transparence, quoi. Ok, d'accord. Merci. Ouais, bonjour Stéphanie, j'avais une autre question. L'extraction des données, elle s'est faite une fois ou c'est quelque chose qui est mis à jour régulièrement? Alors, pour faire un appel d'offres, on le fait une fois, on prend les 12 derniers mois. Par habitude, on pourrait prendre plus, mais on prend les 12 derniers mois pour avoir une belle saisonnalité sur 12 mois d'activité, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la cartographie. Donc c'est one shot, c'est une photo. Il n'y a pas de mise à jour faite à l'issue de cette cartographie. Par contre, on fait effectivement ce qu'on appelle, on a une autre offre en fait, qui est la mesure de la performance, qui a également été souscrite par Aubrilam, qui consiste à ce que ces données-là soient mises à jour mensuellement. Philippe, on ne vous entend plus. Ah, vous m'entendez plus? Si, oui. c'est bon. Si, on entend très bien. Bon, ok, alors je continue. Donc, mise à jour mensuelle des données, comme je le disais, de manière à ce que Aubrilam, avec un login et un mot de passe, puisse se connecter sur cette même plateforme que vous avez là et voir l'évolution d'un mois à l'autre. Je pourrais vous le montrer juste après si vous le souhaitez. Oui, parce que c'est intéressant, le business peut évoluer, donc il peut avoir des choses à recaler. Alors exactement, hein, comme on dit souvent, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour se rendre compte que les flux ils ont bougé, quoi. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle effectivement la mesure de la performance. Donc pour vous le montrer, pour que ce soit plus visuel, là c'est la même approche, hein, c'est la même interface. On est toujours donc sur l'interface d'Aubrilam, où vous pouvez sélectionner un mois de référence et un mois d'analyse, ou une période. Hein, vous pourriez aussi vouloir faire ça sur le trimestre ou sur une année. Donc il vous suffit de sélectionner là la période. Et automatiquement, les données se mettent à jour pour que vous ayez l'évolution de l'ensemble des indicateurs que je vous ai montrés. C'était ça votre question? Oui, c'était tout à fait ça. C'est très clair. Alors, très clair. Je crois qu'il y a Nicolas aussi qui avait Nicolas, je crois que tu avais une question, non? Je vois que tu as levé la main. Effectivement, ouais, j'ai vu qu'il y a une petite main qu'on pouvait lever la main. J'essaye. Alors, moi, je le vois pas, Nicolas. Je veux bien que vous me une question. Je check. J'avais deux questions. Donc, visiblement, les données TMS sont conservées sur une période relativement longue, puisque vous parliez d'intégrer des données de 12 mois pour faire des appels d'offres. Ça veut dire que n'importe quel client, chargeur peut exiger en tous les cas, récupérer sur une période relativement longue les données du concernant, les données du TMS du concernant. C'est des données qui sont enregistrées, qui sont conservées sur des périodes relativement longues, c'est ça? Oui, alors on n'a pas l'habitude, on remonte 12 mois, 18 mois, 24 mois dans certains cas, pour être franc. On va rarement au-delà, parce qu'au-delà, la donnée aurait quand même un petit peu moins de valeur, parce que les choses bougent. Donc, ça aurait moins d'impact, mais c'est tout à fait ça, oui. Tout est archivé dans les systèmes des transporteurs, finalement. D'accord. Et la deuxième question que j'ai par rapport à ces données, vous parliez d'indicateurs de performance qui étaient extraits par rapport à ces données TMS. Est-ce que tous les transporteurs ont la même définition des données qui sont fournies? Est-ce qu'on peut comparer en fait un transporteur, les données TMS d'un transporteur à un autre? Alors, il n'y a pas un transporteur qui a le même, enfin, j'exagère un petit peu, mais chaque transporteur a son propre TMS, que charge à lui de choisir la solution digitale qu'il a envie d'avoir pour gérer ses flux de transport. L'une des propositions de valeur de Fretly, mais pour le coup, là, on sort un petit peu du retour d'expérience et je parle plus de Fretly, mais l'une des propositions de valeur de Fretly, c'est d'avoir développé des outils qui permettent effectivement de consolider toutes ces données, quelle que soit la source, et de les remettre dans les bonnes cases, si on dit ça pour dire ça simplement. D'accord, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, Laurent? Non. J'ai coupé mon micro, désolé, parce que j'étais en écoute. Non, vous pouvez y aller, Philippe. Hein, ok, alors je continue, je fais attention au timing, c'est 18h37. Oui, c'est bon, parce qu'en fait, de toute façon, comme il y a une interaction avec les questions, donc à la limite, on peut même continuer comme ça, c'est même pas plus mal à la limite. Eh bien alors, super. N'hésitez pas si jamais on traînait un petit peu trop par rapport à votre agenda. Donc là, je vous emmène sur une autre brique fonctionnelle qui est effectivement l'appel d'offres qu'on a exécuté pour Aubrilam. L'objectif, c'est pas forcément de vous faire une démonstration de toutes les fonctionnalités de l'outil, parce que ça serait vraiment très long, mais de faire un focus sur quelques points clés. J'en ai 4 en tête que je vous propose de partager avec vous, parce que je ne sais pas si c'est les 4 plus importants, mais c'est ceux qui sont fréquemment, on va dire, levés par les chargeurs. Lorsqu'on fait un appel d'offres, en fait, souvent, une des premières approches que l'on a, c'est d'avoir une première analyse des offres commerciales
formalisés par les transporteurs et sans forcément rentrer dans le détail, de voir quels sont les impacts de ces offres. Alors, à la fois en taux, ce qu'on appelle le taux de couverture, qui permet de s'assurer que les transporteurs ont bien, que l'ensemble des transporteurs permet bien de couvrir l'intégralité des besoins, parce que avoir des jolis prix, c'est bien, mais il faut être sûr que ça va pouvoir répondre à toutes les solutions opérationnelles pour l'ensemble des opérations de transport. Donc, c'est ce taux de couverture que vous voyez à 100% là à l'écran. Et ensuite, effectivement, on fait ce qu'on appelle une fenêtre de négociation en jargon achat, qui prend l'hypothèse, si on prend pour chacune des opérations de transport individuellement le transporteur le moins cher, combien est-ce que je gagne, qui est du coup on va dire un objectif ultime d'économie sur un aspect purement tarifaire, mais qui de toute façon est rarement atteignable complètement, puisque ça serait trop contraignant pour chacune des opérations de transport de prendre un transporteur différent, et que le principe d'un plan de transport et d'une stratégie achat, c'est aussi de massifier et de consolider les flux vers un nombre plus limité de transporteurs pour justement permettre d'avoir une mesure de la performance accrue. Donc, cette fenêtre de négociation, c'est effectivement un point qu'on voulait partager avec vous. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est qu'avant le lancement de l'appel d'offres, le budget d'Aubrilam, c'était donc 658 KE. Si vous prenez sur l'ensemble des propositions commerciales de l'ensemble des transporteurs sollicités, le moins 10 ans pour chacune des opérations de transport, on voit qu'il y a une baisse effectivement très significative de moins 35%. Et à l'inverse, effectivement, sur le plus cher, qui en général est rarement la solution retenue, une augmentation effectivement de 2%. Donc ça permet d'avoir une première lecture, sans rentrer dans le détail, des offres commerciales qui ont été formalisées. Donc ça, c'est un premier point que je voulais partager avec vous. Ensuite, un deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est sur la partie plan de transport. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail. Il y a plusieurs types de flux. Je vais prendre l'affrètement au départ de Brioude. Donc, je prends un exemple sur l'ensemble du périmètre qui a été managé. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est instantanément, c'est quel était le budget de l'affrètement au départ de Brioude avant le lancement de l'appel d'offres. Donc, ces chiffres que vous avez à gauche, avec les différents chiffres d'affaires transporteur par transporteur et les parts de marché de chacun d'entre eux, et une représentation graphique de l'ensemble de ces flux, département par département, chaque couleur étant la couleur d'un transporteur. On avait même, avec l'explication que vous avez eue de Linda sur l'organisation en place, on avait même des départements qui étaient livrés par plusieurs transporteurs, puisque avant chaque expédition, il y avait une cotation qui était demandée. Et ensuite, l'analyse des données avec les réponses des appels d'offres permet instantanément de voir effectivement quels sont les impacts. Alors là, on est sur l'affrètement et pas la globalité des flux. Hein. Donc, sur ce périmètre de l'analyse, on se rend compte effectivement qu'il y avait deux transporteurs qui ressortaient principalement sur ces flux-là, comme vous le voyez là, avec Daxer et Ziegler. Donc, 68% de part de marché pour l'un, Ziegler pour l'autre, et qui permettaient de faire quand même des économies assez substantielle, du coup en massifiant les flux auprès de ces deux transporteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'optimum d'un point de vue analyse de la donnée, mais c'est rarement celui qui est mis en place. Pourquoi? Parce que faut se méfier, les données, c'est bien, il faut les analyser, mais derrière l'analyse des données, il n'y a pas toujours une recommandation et une expertise métier. Et là, en l'occurrence, la data dit qu'il faudrait effectivement consolider les flux majoritairement vers Daxer, sauf que Daxer, c'est quand même un transporteur qui n'est pas utilisé aujourd'hui et que ça peut être un risque opérationnel de transférer tous ces flux vers un nouveau transporteur. Donc, on a plutôt privilégié, et c'est l'objet de la recommandation que vous voyez à droite, une approche de dire, certes, on développe la relation Aubrilam développe la relation avec Daxer, mais de manière beaucoup plus maîtrisée, donc avec part de marché de 30% et non pas 68%. Et en faisant ce nouveau découpage-là, il y a quand même des économies qui restent importantes, sachant que le Ziegler était pas si mal placé que ça, ou était pas très loin de Daxer sur un certain nombre de départements, ce qui a permis effectivement avec l'analyse de données de le mettre en évidence. Ça vous paraît clair sur cette partie, sur cet exemple d'analyse de données appel d'offres? Ok. Laurent, vous me dites s'il y a des questions. Ouais. D'accord, oui, je regarde.
Ok. Ensuite, donc là, c'est un mode de comparaison, comme on le voyait là. Après, ce qui est intéressant, effectivement, de regarder, si on enlève la comparaison entre les transporteurs, c'est que on a effectivement l'organisation avant l'appel d'offres qu'on retrouve sur la gauche, le plan de transport optimal qu'on retrouve effectivement sur la droite, avec toujours la possibilité de basculer en mode carte ou en mode tableau. Donc ça, c'est encore une fois une force du digital pour que en fonction de ce que l'on a envie de visualiser, on puisse agir. Et on a une carte aussi de ce qu'on appelle les backups, qui permet effectivement d'identifier quels sont les transporteurs qui pourraient seconder un transporteur prioritaire s'il venait à être défaillant ou non suffisamment performant opérationnellement. Donc voilà, c'était un deuxième exemple que je voulais vous montrer. Pour vous montrer un troisième exemple, hop, j'avance. Excuse-moi, j'ai une question pour Oui. être sûr de bien comprendre. Quand on fait un appel d'offres, l'offre commerciale que vous fera votre transporteur va dépendre de la part de marché que vous allez lui conférer. Or là, vous semblez jongler en fait entre les différents prestataires avec un certain niveau de part de marché et finalement vous dire Ziegler ou Dasher finalement il prendra que 6% ou 10% ou 15%. Donc j'ai du mal à voir comment, en fonction de la part de marché que vous allez attribuer à chaque transporteur, vous arrivez en face à avoir une offre commerciale qui soit adaptée. Oui, je comprends, c'est une excellente question que vous posez là. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à ça. La première, c'est qu'il faut être très clair dans le cahier des charges de l'appel d'offres, c'était le cas. C'est-à-dire de préciser que l'objectif est de rationaliser le panel des transporteurs, de limiter le nombre des transporteurs, excusez-moi, de limiter le nombre des transporteurs et du coup de demander à chacun de donner le meilleur de lui-même dans une logique de récupération de flux et de massification des flux. Après, on est sur une phase effectivement là d'analyse des données. On n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri qu'un transporteur, un peu plus tard dans le processus, mais là on est déjà sur le deuxième tour, il y a eu 2 tours de négociation sur l'appel d'offres, comme vous le voyez à l'écran, je ne vous ai pas parlé du premier tour, mais on voit en haut qu'il y a eu une longue liste et une short list, comme on dit dans le jargon process achat. Donc entre le premier et le deuxième tour, ça a permis déjà de d'élaguer un petit peu la liste des transporteurs d'une part, mais aussi d'avoir un discours adapté avec chacun d'entre eux et de les conforter dans le fait qu'il y avait une logique de massification. Excusez-moi, je réponds à votre question en disant ça? Oui, tout à fait, ok. Après, potentiellement, vous pouvez quand même avoir un transporteur in fine qui vous dise, non, finalement, si c'est pour n'avoir que 30% des flux, je pense à Daxer à l'écran, finalement, je me retire, je ne joue pas. Oui, ou je revois mes tarifs. Ouais, ou je revois mes tarifs, effectivement. Mais auquel cas, il se met aussi en position de fragilité et de sortie potentielle. Donc, un transporteur, il a quand même rarement une de ses craintes, c'est de sortir complètement d'un plan de transport avec le risque de ne jamais pouvoir y revenir. S'il garde un pied dans le plan de transport d'un client, il a plus de facilité avec le temps de pouvoir peut-être revenir sur certains flux. Donc voilà, alors après, il y a un tableau de bord que je voulais partager avec vous aussi, et peut-être que Linda pourra d'ailleurs compléter si elle le souhaite, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord des efforts. En fait, alors je vais limiter un peu le nombre de possibilités, ça sera plus agréable sur l'affichage. Voilà, du coup, et je vais zoomer. Donc ce tableau de bord, en fait, et encore une fois, c'est ce que permet de faire le digital, comme vous le voyez, c'est qu'il permet pour chacun des départements listés à gauche, de déterminer quel est le transporteur optimum, c'est la deuxième colonne, le montant associé, le nombre d'opérations de transport concernées, et ça dit, et c'est ça qui est intéressant, sur les trois colonnes qui suivent, à combien se positionne chacun des 3 transporteurs, donc Geodis, Kuehne+Nagel et Ziegler. Donc ça dit que Geodis est 67% plus cher que Daxer sur ce même département, que Kuehne+Nagel il est 37% plus cher, et que Ziegler, il est seulement à presque 8% de décalage. Ça, c'est alors, je ne sais pas si Linda veut développer comment elle l'a exploité, effectivement, ce tableau de bord, mais à un moment donné, il y a encore une fois, il y a l'analyse des données telle qu'on la voit là,
Et puis après, il y a la stratégie achat, il y a le relationnel aussi qu'on peut avoir instauré avec un certain nombre de transporteurs. Et peut-être que sur l'un, pour rester sur mon exemple de la première ligne, malgré les 7,95% de surcoût, si c'est Ziegler à qui on confie les flux, peut-être que pour ce département-là, pour des raisons métiers, il paraît plus intelligent effectivement de confier à Ziegler ses flux plus qu'à Daxer, et auquel cas ça permet à l'acheteur, dans ses négociations avec les transporteurs, éventuellement de dire à Ziegler, faites un effort de 8% sur le 0,1 et je vous confie ce département. C'est exactement ce qui s'est passé, oui, tout à fait. C'est-à-dire que on a, à la suite avec ce tableau de bord, en fait, moi j'ai pris contact avec chacun des transporteurs en leur expliquant un petit peu ce qui allait se passer pour eux. Donc évidemment, une augmentation des parts de marché puisque nous sommes tombés de 27 prestataires à 3. Donc évidemment, les parts de marché ont été beaucoup plus importantes pour chacun. Mais comme on a fait rentrer Daxer qui ne faisait pas partie de nos prestataires, il a fallu quand même rétablir un équilibre parce que ses propositions étaient très très agressives au niveau prix, mais voilà, on n'a pas voulu, comme le disait Philippe tout à l'heure, prendre le risque de mettre un petit peu nos billes dans le même panier. Donc moi je me suis servi de ce tableau-là pour faire des fiches de négociation. Donc j'ai repris tous les départements qui étaient avec des gros écarts et sur lesquels je savais que Geodis ou Ziegler, par exemple, avaient des facilités à livrer ou à aller chercher. Donc moi, je les ai eus un par un, je leur ai fait part des efforts qu'ils avaient à faire sur tel ou tel département ou pays, puisque on a des transporteurs qui sont beaucoup plus à l'aise pour travailler sur certains pays. L'Angleterre, qui est un pays un peu compliqué à travailler ces derniers temps, comme vous le savez. L'Allemagne, la Belgique, voilà, ce sont des pays qui ont, pour certains, qui sont plus accessibles, et ça m'a permis de vraiment recadrer tout ça et d'adapter mon plan de transport à la bonne utilisation de chacun. Très bien, merci Linda. Et du coup, peut-être un dernier tableau de bord, la synthèse finale finalement. Hop là, je vais le mettre ici. Donc, au final, en fait, effectivement, on voit l'évolution du nouveau plan de transport et du niveau d'économie qui a été atteint par Obrilam, ou qui va être atteint par Obrilam, pour parler plus précisément, parce que les économies, elles sont pas encore dans le compte d'exploitation de l'entreprise. Hein. C'est suite à la mise en place de ce nouveau plan de transport que ces économies vont être délivrées au fil des mois, et d'être dans cette capacité de gérer les parts de marché transporteur par transporteur. Et là, on voit effectivement que Geodis, qui était déjà en place, par exemple, va perdre un petit peu de parts de marché. C'est les résultats de l'appel d'offres. On voit que Ziegler va pouvoir augmenter de manière significative ses parts de marché, et que Daxer va pouvoir rentrer sur le plan de transport. À l'inverse, d'autres transporteurs, il n'y a pas les 27, là, mais d'autres transporteurs comme Kuehne+Nagel, Euromulticourse et Socralo-Trans, en fait, ont malheureusement quitté le plan de transport 2021. Voilà ce qu'on voulait vous montrer sur on va dire, la puissance du digital appliquée à l'optimisation des plans de transport. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions avant de revenir sur la présentation pour finir. Il y a des questions peut-être, je ne sais pas si Pierre-Henri, tu t'es exprimé. Patrick, je ne sais pas si Patrick, tu as des... Ah, il y a Régis. Régis, vas-y, je te laisse la parole. Oui, merci. Dans ces consultations, pas dans ces consultations, pardon, le délai de livraison et le respect de ce délai de livraison est une donnée importante, une donnée d'entrée importante à intégrer avant d'analyser les coûts. Comment on peut s'assurer que les prix qui sont offerts soient à même niveau de service? Oui, encore une fois, c'est une bonne question, parce que derrière un prix, il y a un délai naturellement. Donc ça, effectivement, c'est le cahier des charges de l'appel d'offres qui doit être très rigoureux là-dessus, et de bien préciser les niveaux de service attendus pour chacune des expéditions ou des zones géographiques d'intervention. Après,
quand vous faites un appel d'offres, vous n'avez absolument aucune garantie, il faut dire les choses, hein, que ce délai-là va être bien respecté par le transporteur. C'est pourquoi, en fait, au-delà de l'analyse économique qui est faite en phase d'appel d'offres, ce qui est intéressant et j'ai presque envie de dire stratégique de faire, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est la mesure de la performance et de s'assurer qu'un Géodis qui a dit qu'il arriverait à tenir le délai de livraison et le taux de service spécifié dans le contrat, le fait bien dans la réalité et c'est justement dans la mesure de la performance qu'on peut le constater a posteriori. Oui, c'est aussi un retour d'expérience que je peux faire, parce qu'effectivement, quand on avait fait cet exercice-là, on avait eu des offres très agressives à moins 20, moins 30%, qu'on n'avait pas cru au début. Enfin, voilà. Et puis on s'était dit, bon, à moins 25%, on va quand même y aller. Et puis au bout d'un an, on a arrêté parce que la prestation était franchement pas au niveau. Elle n'était pas à la hauteur. Donc voilà, c'est juste un point de limite dans l'analyse qui est faite. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'un appel d'offres, on a tendance beaucoup à focaliser sur les budgets, mais encore une fois, le plus important, c'est cette fameuse mesure de performance, comme on le voyait là, et pour répondre à, on va dire, pour illustrer mes propos, c'est que si on va sur la mesure de la performance et qu'on regarde la qualité, puisque le sujet c'est la qualité, ça nous permet effectivement de voir l'évolution du délai de livraison et du taux de service entre deux périodes. Mais on peut même aller plus loin et on peut voir qui est bien et qui est pas bien, si je peux faire de cette manière-là, d'un point de vue qualité, où on voit effectivement que, où on va voir quand on le mettra en place avec la mise à jour mensuelle, parce que c'est ce qu'on est en train seulement de commencer avec Obrilam, où on pourra voir transporteur par transporteur, pays par pays, quel est le niveau de service et quels sont les délais de livraison, et de s'assurer que ça matche bien avec ce qui était prévu au contrat. Et si ce n'est pas le cas, d'être capable, de manière très chirurgicale, de dire au transporteur, bon, ici et ici, ça va bien. Par contre, sur tel pays, ça ne va pas du tout. Mettez-moi en place un plan d'action correctrice, sinon je serai contraint de revoir la distribution des flux. Ouais, et ça, c'est une vraie chance parce que ça apporte de l'objectivité, ce qui n'est pas toujours évident quand si à l'inverse, on se base sur des témoignages clients. Oui. Et puis de la réactivité, parce qu'effectivement, on peut faire l'analyse au bout d'un mois ou deux. C'est exactement ça. Et donc là, vous avez la vision par pays, par exemple, et on voit que par exemple en France, on a les délais de livraison transporteur par transporteur. Donc ça permet aussi de les comparer sur un périmètre équivalent. Parce que si on compare les délais de livraison de celui qui fait du domestique avec celui qui fait de l'autre bout de l'Europe, forcément, les délais de livraison ne vont pas être les mêmes. Philippe, je vois que Stéphanie a une question également. Stéphanie, okay. je te laisse la parole. Oui, vas-y. C'était pour aller dans la suite de cette question. C'est est-ce que vous avez prévu dans les contrats des pénalités du coup en fonction des résultats qualité ou en tout cas des bonus-malus? Je ne sais pas quel système peut être mis en place. Oui, absolument. Donc parce que ça peut servir à ça aussi. Ouais. Bien sûr. oui. On a prévu, les acheteurs pensent à ça normalement. C'est vrai. Tout à fait. Donc, on a prévu un malus. Hein, en tant qu'acheteur, je reste sur le malus, mais j'attends le retour de mes prestataires avec la partie bonus. Et effectivement, donc avec si le taux de service est tenu et s'il est supérieur à ce qu'il devrait être, il y aura probablement un bonus de mis en place et à contrario un malus effectivement si les choses glissent un petit peu. Après, il y a aussi dans le contrat, bien sûr, la possibilité de sortir de cet engagement très rapidement, au bout d'un mois, si les engagements du prestataire ne sont pas tenus. On ne peut pas se permettre de garder une collaboration qui ne fonctionne pas. Et c'est vrai que la mise en place de la mesure de la performance, ça nous permet d'avoir une lecture. Moi, j'ai fait beaucoup de contrôles de gestion et là, j'ai l'impression d'avoir un super contrôleur de gestion entre les mains qui me permet de tout lire presque en temps réel, hein, parce qu'on est sur du mensuel et du coup de voir exactement ce qui va pas, comment tout le monde se comporte et d'intervenir immédiatement avant que ça se dégrade. Voilà, c'est ce qui est hyper intéressant avec cet outil-là. Oui, puis le prestataire le sait, donc. Tout à fait. C'est qu'il est surveillé. Tout à fait. Merci Stéphanie. Je vois qu'Antoine également. Antoine, tu voulais réagir. Tu avais certainement une question.
Oui, oui, d'abord remercier les participants d'une part, et d'autre, j'avais une question pour Linda, c'est au sujet qui est un petit peu différente, mais est-ce que vous avez eu le sentiment que le fait de monter un peu en compétence avec cette numérisation, ces outils-là, vous a donné plus de poids vis-à-vis des transporteurs? Comment ils ont perçu le fait que leurs clients avec lesquels ils avaient l'habitude de travailler changeaient un petit peu le jeu en s'appuyant sur des outils auxquels ils ne s'attendaient peut-être pas que vous les utilisiez? Ça, c'était la Oui. première question. Et un petit peu la même question, mais en interne dans l'entreprise, est-ce que ça a changé la vision qu'avaient les autres services de ce que vous faisiez, ou pas encore d'ailleurs, parce que c'est peut-être trop tôt? Alors, sur la première question, oui, les prestataires ont. Alors, il y a une question d'ailleurs tout à l'heure qui demandait si les prestataires étaient volontaires pour faire parvenir leurs données. Donc, au départ, ça a été. Moi, je les ai appelés, je leur ai expliqué comment les choses allaient se passer. Je leur ai dit qu'il y allait avoir un appel d'offres de lancer, mais d'abord, il y aurait une cartographie des flux, donc il allait falloir fournir les données à la société Fretly. On les mandatait pour ça. Il y en a quelques-uns qui étaient un petit peu. Alors attendez, excusez-moi, parce que je vais être déconnectée. Hop, voilà. Tout le monde m'entend? Oui. Oui, c'est bon, ok. Donc j'avais quelques prestataires qui étaient un petit peu réticents au départ, et puis ils ont vite compris l'intérêt pour eux, tout simplement de répondre à ça et de faire parvenir ces données à Fretly. Donc c'est pour faire partie de la course. Sachant que moi je leur avais bien expliqué que le but était quand même de réduire le panel fournisseur et que forcément il y aurait des parts de marché à prendre s'ils étaient sélectionnés. Et c'est vite rentré c'est très vite rentré dans les habitudes, enfin dans les mœurs. Et en plus j'ai l'impression qu'ils étaient pour la plupart habitués à ce genre d'exercice parce que effectivement ils ont les outils nécessaires pour les transmettre. Ils n'étaient pas plus étonnés que ça. Alors peut-être un petit peu contrariés parce qu'ils comprenaient qu'on allait changer notre façon de travailler et que forcément ils auraient beaucoup moins de marge venant de chez nous. Et du coup, ça a été un petit peu l'enjeu de nos discussions au départ. Mais ça s'est très très vite mis en place. Et ensuite, en interne, effectivement, donc ça nous a permis donc déjà de cadrer tout ce qui était transport. Et maintenant que j'ai mis ça en place donc dans la société et que j'ai fait une présentation donc à ma direction sur ce qui était maintenant notre façon de travailler sur les transports, en fait, ça nous a permis aussi de voir, parce que nous on a des envois, donc de voir comment on facturait nos transports à nos clients et de remettre à jour toutes nos tarifications de transport, bon, de faire bénéficier nos clients de ce gain parce que forcément on a aussi envie d'avoir un levier commercial avec cet outil-là. Donc de dire sur certains contrats, au lieu avant on avait un forfait par exemple pour une livraison, je dis une bêtise, d'un pack à McDonald's, et aujourd'hui on leur dit on vous fait une remise de 10% sur cette livraison-là parce qu'on a optimisé nos frais de transport. Et commercialement, mes commerciaux, en tout cas, sont très contents de cette capacité-là à apporter un argument de vente supplémentaire. Et on est en train de retravailler toute notre tarification transport à la vente. Merci. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir. Karine Moi, j'avais une petite question. C'était aussi, est-ce qu'il y a un degré de maturité à avoir dans une entreprise? Parce qu'on sait que la data, c'est aujourd'hui le nerf de la guerre, très clairement, quel que soit le secteur d'activité. Mais on le sait, le big data, c'est bien d'en avoir, mais c'est justement, comme vous disiez, Philippe, c'est qu'est-ce qu'on en fait, c'est comment on le traduit, et qu'est-ce qu'on en tire, et quelle analyse on en fait, et à quelle fin. Et du coup, est-ce que là, il y a quand même beaucoup d'informations qui sont très intéressantes. Est-ce que dans les entreprises, il faut un niveau de maturité pour pouvoir les exploiter, les analyser, ou tout le monde est à même justement de pouvoir facilement exploiter ce type d'interface?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, merci pour la transition, parce que j'avais prévu un slide sur la maturité, enfin, sur pourquoi collecter et sur la maturité. Et pourtant, c'est pas synchronisé, Laurent, en plus, donc c'est rigolo. En fait, aujourd'hui, moi, je pense que oui, tout le monde peut le faire. Les réflexions qui peut y avoir dans les entreprises, selon moi, c'est est-ce que je le fais en totale autonomie, auquel cas il faut investir dans un TMS et investir dans des équipes d'analyse de données, ce que font certaines entreprises, plutôt les grands groupes de manière générale, des très grands groupes qui ont des enjeux de transport en dizaines de millions d'euros, en plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui du coup veulent développer leur autonomie et être capable de faire ce type d'analyse tel qu'on a pu vous les montrer à l'instant. Et pour autant, on n'a pas besoin d'être un grand groupe pour faire ça. Et aujourd'hui, c'est la force de toutes ces solutions digital supply chain là, qui émergent sur le marché. Fretly en est une et il y en a d'autres sur d'autres propositions de valeur. Parce que finalement, c'est juste un contrat de prestation de service. Il n'y a pas besoin d'investir dans des quelconques outils. Il n'y a pas forcément besoin non plus d'investir dans des hommes. Et on met l'équipe existante en position de j'ai pas de data, j'ai enfin de la data et je peux décider, je peux prédire, je peux expliquer, je peux connaître à l'image de ce qu'on voit à l'écran. Et finalement, tout le monde est content parce que je pense que si Linda, elle devait passer je ne sais combien d'heures chaque mois à consolider toutes les données en provenance de tous les transporteurs pour être enfin en position d'animer avec sérieux et faire son job d'achat avec ses transporteurs dans ses revues d'activité, elle le ferait peut-être, mais par contre, ça serait quand même assez fastidieux pour elle. Là, aujourd'hui, elle a un login et un mot de passe, elle se connecte sur la plateforme et juste avant de démarrer son rendez-vous avec le transporteur, elle a accès à tout, que ce soit sur des aspects économiques, opérationnels ou digitaux. Donc, moi, je pense que ça s'offre à aujourd'hui, tout est possible, quelle que soit la taille de l'entreprise. D'accord. Et j'ai une autre question, c'est est-ce que c'est soumis justement à la RGPD, par rapport aux informations que vous pouvez collecter qui sont dans l'interface? En fait, on ne manage pas des données personnelles. Ce qu'on a dans la base de données, le niveau de confidentialité, on va dire, maximale qu'on peut avoir dans nos bases de données, c'est finalement le nom d'un client et son adresse. D'accord. Mais on n'a pas de nom, on n'a pas de prénom de personne, on n'a pas de numéro de téléphone, on n'a pas d'adresse email, en tout cas pas dans la base de données, ce qui fait que on n'a pas de la donnée sensible au sens RGPD du terme. On a de la donnée sensible parce que c'est de la donnée quand même, on va dire, qui caractérise le business de nos clients. Donc, elle est sensible et elle est aucunement partagée à d'autres entreprises ou revendue. Quelquefois, on nous pose la question. Donc, l'analyse, elle est exclusivement faite pour le client qui souscrit à la solution. D'accord, très bien. Parfait. Très bien. Je ne sais pas si je vois qu'il est 19h05. Oui. Donc c'est très intéressant. Merci, notamment de cette présentation, Linda et Philippe. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des remarques. Est-ce que pour certains, vous avez déjà ce type d'outil, on va dire, sur lequel vous appuyez pour optimiser notamment beaucoup de transports ou vos transports? Je ne sais pas si c'est déjà des choses qui vous sont familières ou pas. Alors, moi, je voulais bien une question complémentaire, en tout cas, parce que nous, on est engagé dans des processus de ce type-là de manière périodique. Mais dans la présentation, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque part deux offres. Alors, je ne sais pas si elles sont distinctes ou si elles sont cumulées ou combinées. Il y avait le volet appel d'offres, quelque part, était de la collecte d'informations amont, et puis, j'allais dire, l'interrogation d'un certain nombre de fournisseurs potentiels, et puis d'en tirer des conséquences et puis d'affecter, donc de réaffecter en quelque sorte les lignes de transport ou les volumétries à des nouveaux transporteurs, enfin les mieux disants, on va dire, ou les moins disants, d'une part, et puis d'autre part, il y a apparemment un outil un peu d'analyse en permanence, finalement, un outil qui permet d'avoir un tableau de bord en permanence. Donc, comment ça se passe? C'est deux choses différentes? C'est tout inclus dans un package de services, ou est-ce que vous avez une palette à la carte? Comment est-ce que ça s'articule? Oui, merci de la question. Du coup, là, c'est un peu plus sur effectivement la présentation de l'offre Fretly. Ce que je peux vous montrer, effectivement, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, oui, il y a deux environnements technologiques complémentaires et complémentaires et qui communiquent entre eux. Il y a un outil qu'on appelle la plateforme qui permet de collecter les données. Donc ça, c'est la partie échange transporteur, chargeur, Fretly pour récupérer les données dans les TMS. Et après, il y a un outil d'analyse de données qu'on appelle en technologie de business intelligence, qui permet justement de piloter. Ce que je vous ai montré là ce soir, c'est plutôt la partie pilotage, parce que
C'est ça, je pense, qui est le plus intéressant. Mais effectivement, il y a un autre environnement technologique pour collecter. Et après, dans notre offre de service, il y a toujours une phase de collecte d'informations. Et quand on collecte les informations, on fait en sorte de toutes les collecter bien du premier coup pour ne pas avoir à y revenir, de manière à ce que derrière, on puisse vous proposer n'importe quelle offre de service que vous pouvez voir sur ce disque. Donc, tantôt une cartographie des flux, tantôt un appel d'offres, tantôt les deux, comme dans le cas d'Obrilam, ou les trois, même avec la mesure de la performance. D'autres sociétés nous sollicitent juste pour contrôler les factures, sans forcément avoir une analyse stratégique des flux qu'on peut retrouver dans une cartographie. Donc, c'est là que, pour le coup, c'est un peu plus à la carte. C'était ça votre question? D'accord, oui, c'est ça. C'était un peu comprendre comment on passait de l'un à l'autre, parce que dans la présentation, finalement, il y avait un peu les deux parties qui avaient l'air mélangées, et j'avais un peu de mal à comprendre l'articulation entre les différents éléments, et finalement comment votre client avait, comment dirais-je, s'y était retrouvé par rapport à ce que vous proposez, quoi. Ouais. En fait, voilà, je peux vous montrer l'environnement de ce qu'on appelle la plateforme qui sert à collecter les données. Du coup, c'est un autre environnement technologique, mais ils sont liés. Hein. Vous voyez, on peut accéder au portail de visualisation de données là, qui est à droite, que je vous ai montré, qu'on appelle Charlie dans notre organisation interne. Mais derrière, quand on a fait l'appel d'offres, par exemple, sur un aspect plus transactionnel, si je vais dans l'appel d'offres, on voit effectivement quels sont les transporteurs qui ont été sollicités, qui a répondu et la notion de shortlist, mais aussi tous les documents relatifs à l'appel d'offres. Donc, le fameux mandat de représentation, il est disponible au téléchargement. Tous les accords de confidentialité des transporteurs qui ont participé, qui ont été scannés et déposés sur la plateforme par les transporteurs. Le cahier des charges de l'appel d'offres, les grilles de réponse de l'appel d'offres, l'ensemble des offres formalisées par l'ensemble des transporteurs avant qu'elles soient analysées. Donc, c'est vraiment plus un espace là de collecte d'informations et d'interaction chargeur-transporteur-Fretli. Et à partir du moment où on a récupéré toutes ces données-là, ça nous permet effectivement d'aller sur l'autre environnement technologique, qui là est un environnement beaucoup plus d'analyse et de visualisation de données. Ok, d'accord. Je comprends mieux l'interaction des différents éléments. Oui. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. J'avais une question également. Oui. Alors, une question pour Linda, déjà, savoir si, avant de valider l'offre Fretli, vous aviez consulté plusieurs sociétés qui offraient les mêmes services, et pourquoi finalement s'orienter vers la startup Fretli. Et puis, une question pour vous, Monsieur Hadjaj, concernant la mise en place de l'ensemble de cette solution. À partir du moment où on appuie sur le bouton et on dit on y va, combien de temps ça prend pour avoir cette offre opérationnelle? Okay. Je vous laisse commencer, Linda. Alors, excusez-moi, j'ai été coupée. Hein. Je suis désolée, j'ai eu un petit souci de connexion. Donc, je reviens à l'instant. J'ai très mal entendu ce que vous avez dit. Vous me disiez comment est-ce qu'on a pris contact avec Fretli et en fait, je voulais savoir combien de temps si vous aviez, avant de valider l'offre Fretli, si vous aviez consulté d'autres sociétés qui offraient le même style de service, et quelles étaient les raisons qui vous avaient fait vous orienter vers l'offre Fretli plus qu'une autre. Et donc, une deuxième question pour M. Hadjaj, je pense qu'il a entendu. Oui. Alors, très sincèrement, non. On est parti directement sur la société Fretli parce qu'on a tout de suite été convaincus par leur démonstration. Après, le temps de mise en place a été, sur 2020, bien sûr, un petit peu perturbé, forcément, hein, puisque nous nous sommes rencontrés en décembre 2019 et on était censé faire toute cette opération sur 4 mois. Et bon, avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé sur cette année-là, on a décalé et on a repris vraiment les opérations en septembre, et pour finaliser fin décembre notre appel d'offres dernier tour. Voilà, donc les 4 mois qui étaient prévus initialement ont été tenus.
puisque voilà, sur toute l'année 2020, ça a été très compliqué de travailler autrement. Ok. Après, donc ça, c'est effectivement le cas individuel d'Obrilam. Pour répondre à votre question de manière plus large sur l'ensemble des clients, c'est un peu difficile de répondre précisément à votre question, mais le plus court qu'on ait fait, c'est 1 mois sur des flux simples, sur une typologie de flux qui est, on va dire, qui est facile à manager avec peu de particularités. On peut faire un appel d'offres en 1 mois, c'est déjà arrivé. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est plutôt 2 à 3 mois dans la moyenne et que ça peut aller jusqu'à 6 mois sur des dossiers plus compliqués où il y a plus de choses à mettre en place. D'accord, donc avec un budget qui s'étale entre quoi et quoi, grosso modo, sans être sans dévoiler des secrets. Un budget. Désolée, mais j'ai un gros problème. En fait, je n'entends pas du tout. Ouais, du coup, je vais répondre si vous voulez, Linda. De manière générale, en fait, je vais plutôt répondre avec notre business model plus que le budget. Le business model, en fait, sur un appel d'offres, il y a une partie fixe qui est relative à l'exécution de l'appel d'offres, quels que soient les résultats, et quel que soit l'objectif recherché, parce que la technologie, c'est bien, mais ça coûte cher et ça mobilise un petit peu des ressources. Donc ça, c'est le côté interne de Fretly, mais tout travail mérite salaire, comme j'aime dire. Donc un appel d'offres simple, ça va coûter 5 000 € et un appel d'offres plus complet, ça peut monter jusqu'à 25 000 € de fixe. Et après, il y a souvent une part variable qui est, parce que nous, on aime bien être aux côtés de nos clients et avoir une part variable qui est dépendante de l'objectif qu'on s'est fixé, que ce soit un objectif d'amélioration de qualité ou que ce soit un objectif de réduction de coûts. Hein. Donc ça, c'est pour la partie appel d'offres. Et pour la partie mesure de performance, comme il y a eu des questions tout à l'heure, on a un modèle complètement différent sur la mesure de la performance. Il y a un coût d'implémentation pour créer l'environnement de travail tel que vous l'avez vu pour Obrilam, avec les codes couleurs et tous les tableaux de bord qui vont bien. Et une fois que ça c'est fait, donc c'est ce qu'on appelle en anglais le startup cost, il y a une phase de mise à jour mensuelle des données. Et là, c'est un abonnement mensuel par mois, par transporteur. Une question, Stéphanie, est-ce que vous travaillez sur certains cas avec des clients qui ont eux-mêmes un TMS pour mieux exploiter les données qui sont à l'intérieur? Parce que, bon, pour parler de notre cas, on a un TMS, mais qui, comment dire, est une solution technologique assez ancienne. Et du coup, les extractions sont parfois un peu compliquées et clairement, on n'a pas ce genre de résultats. Est-ce que ça, c'est des choses que vous faites ou pas et qui vous paraissent pertinentes? Je vais élargir, mais c'est très rigolo que vous posiez cette question-là. J'ai envie de dire de plus en plus. En fait, je vais vous expliquer ce qui se passe, la manière dont nos clients nous expliquent ce qui se passe. Tout à l'heure, je disais 15 à 20% des entreprises seulement sont équipées d'un TMS chez les chargeurs. Et dans la réalité, sur les sociétés qui sont équipées d'un TMS, c'est tellement douloureux dans la mise en place. Ça a mobilisé tellement de ressources économiques, humaines, qu'en général, le projet il coûte bien plus cher que ce qu'il avait été estimé initialement. Il prend beaucoup plus de temps à implémenter, un peu comme un ERP finalement. Et au final, dans les 15% des entreprises qui font ça, il y en a plein qui abandonnent un peu en cours de route, dans le sens où elles ne vont pas jusqu'au bout du processus. Elles mettent en place le TMS pour le côté transactionnel, mais elles n'exploitent pas les données. Et aujourd'hui, je tairai leur nom parce qu'ils n'aimeraient pas qu'on parle je pense qu'ils n'aimeraient pas qu'on parle d'eux, mais on a de plus en plus de sollicitations de sociétés qui nous disent non mais oui, nous on a un TMS, c'est chouette, on a plein de données, mais finalement on les exploite pas, on n'a pas les ressources pour le faire, on ne sait pas forcément quoi en faire. De créer des tableaux de bord, pourquoi pas, mais on ne sait pas lesquels il faut créer. Et l'avantage d'une solution comme la nôtre, c'est que finalement, à partir du moment où la data elle existe, instantanément, vous la pluguez sur le portail et vous avez tous les tableaux de bord qui vont bien sur étagère. Voilà. Donc oui, on fait ça, Stéphanie. D'accord. Non, mais c'était un peu mon point. C'est pas nous, on a un TMS qu'on utilise plutôt pas mal, mais sauf que la partie utilisation des données, c'est très consommateur de ressources en fait. Donc, il faut avoir les ressources. Voilà. Et donc voilà. Après, multiples fichiers Excel, on a des données qui sont pas très sexy, on va dire, et qui prennent beaucoup de temps. Voilà. C'est ça, et pour mettre en place les profils, c'est que chez Fretly, en fait, on a 3 types de profils dans les équipes. On a des profils plutôt métiers, donc achat, transport, donc qui, entre guillemets, savent de quoi ils parlent, si je peux dire ça comme ça, d'un point de vue expertise métier. Mais après, derrière,
les 2 tiers de l'équipe, c'est des data analystes et des développeurs informatiques, parce qu'en fait, c'est ces ressources-là qu'il faut pour arriver à faire ce qu'on vous a montré. Et ces ressources-là, elles ne sont pas toujours existantes dans les entreprises. Et si elles sont existantes, elles ne sont pas toujours disponibles pour la supply chain, parce que quelquefois, elles sont plutôt mobilisées autour d'autres projets stratégiques pour la direction financière ou je ne sais quel autre, on va dire, sujet, et ce qu'on peut comprendre. Hein. Donc, il y a toujours cette problématique de dire, mais on n'a pas, quand on a les ressources, de toute façon, on n'a pas la bande passante pour les exploiter. Souvent, vous avez raison, Philippe. Hein, moi, j'avais entendu, on a fait un événement comme ça, et c'est vrai que souvent, il y a essentiellement comme certains types de sociétés qui peuvent se permettre d'avoir des data scientists, on les appelle comme on veut, hein, à qui on leur donne un cadre pour effectivement bien exploiter la donnée et l'analyser. C'est-à-dire que sinon, c'est des gens qui partent, qui ne restent pas, parce que si on leur met pas un cadre en plus et un objectif, on a du mal à les conserver. Donc, c'est un vrai sujet. C'est ça. C'est un vrai sujet. Ok. Donc, je ne sais pas si Karine, tu voulais rebondir ou Didier, je crois qu'il est en écoute, parce qu'il est toujours dans le TGV, je pense. Écoute, non, moi, de mon point Non de vue, Bon. on a abordé pas mal de sujets. Nous aussi, on fait partie des sociétés qui ont un TMS. On a un grand groupe comme nous, ça serait quand même assez attristant si ça ne l'était pas. Donc, et on fonctionne aussi par système d'appel d'offres. Donc, je confirme hein, que c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, mais il faut arriver à le plus compliqué est de capturer la donnée, quoi. Donc vous l'exploitez du coup votre TMS, Karine, ce que je comprends. Oui. Nous on l'exploite et on arrive à le. Mais on a des équipes qui sont dédiées pour ça. Ouais, c'est chouette, c'est bien, c'est une belle maturité. Très bien. Bon, je pense qu'on va arriver au terme, parce que je vois qu'il est 19h19. Ouais. Donc, merci beaucoup, Linda, merci beaucoup, Philippe, hein, effectivement, d'avoir mis en exergue aujourd'hui tous les bénéfices de cet outil et ce retour d'expérience. C'est ce qui est le plus important et essentiel hein, pour bien illustrer, matérialiser justement l'intérêt. Juste avant de laisser la parole, je laisse la parole aux copines hein, pour clôturer. Karine, Pierre-Henri, Régis ou Antoine, hein, qui veut. Juste vous dire que le prochain rendez-vous aura lieu, ça devrait être le 4 mars en fin de matinée. Le sujet est en train d'être validé puisqu'on va parler effectivement de l'optimisation de la supply chain à travers justement, c'est le Gartner hein, qui a élu la supply chain de Schneider la plus performante en Europe et la 4e du monde. Donc on devrait avoir les équipes notamment de Schneider, dont une personne qui est à Singapour, qui devrait s'exprimer. Donc l'horaire normalement est à caler, mais on vous confirmera. Donc ça va être intéressant également d'avoir un rétex sur notamment la supply la plus performante d'Europe à travers notamment Schneider Electric. Donc voilà. Donc après, je laisse la parole à, je sais pas, Karine, Pierre-Henri, qui veut pour clôturer. Moi, je remercierai nos deux intervenants. Je pense que c'était riche d'enseignements. C'est toujours intéressant, ces rétex. Il y a longtemps qu'on n'en avait pas fait. Et je trouve que c'est bien de pouvoir bénéficier aussi de cet éclairage-là. Donc, un grand merci à Linda d'avoir bien voulu partager et nous apporter son témoignage. Ah, Linda nous entend peut-être plus. Je crois qu'elle a des petits soucis. Elle a quelques soucis de connexion à la fin, je crois. Je me permettrai de lui transmettre votre message. C'est très gentil et je lui transmettrai. Très bien. Bon, merci à toutes, merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt. Dans moins d'un mois, on se revoit. Donc, on sera avec la supply également de Lille et de Paris. Donc, on va se retrouver avec nos 3 clubs. Donc, c'est bien aussi de se croiser. Donc, bonne soirée et à très bientôt. Excellente soirée à tous. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.